Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast numéro 33. Je suis Guillaume, votre présentateur et chroniqueur sur la chaîne WWE Fan France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe légèrement changée pour ce podcast. Car en effet, aujourd'hui, Louis est absent, mais on a une surprise pour vous. On l'a dit la semaine dernière, un petit nouveau fait ses débuts dans le podcast. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, et c'est donc le retour de Léo. Bonsoir Léo. Bon, mais bonsoir. Comment Très tu heureux vas ? d'être ici. Bah ça va, ça va. Le retour. C'est ça. Et donc, bien sûr, je suis aussi en compagnie de celui qui ne manque jamais un seul épisode de podcast, j'ai nommé Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir Guillaume, bonsoir Léo, bonsoir à tous. Et nous sommes au podcast suivant SummerSlam. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment hâte d'aborder tous les sujets que nous avons prévus pour ce soir avec vous. Je pense que ça va être très divertissant. Exact, car ce soir au sommaire, on va parler de Daniel Bryan, un gros match pour Mania, un double turn et de la drogue, ainsi qu'un débat sur la brand split un peu plus d'un mois après ces événements. On va voir qui a pris l'avantage entre Raw et SmackDown, ainsi que le top 5 de cette semaine où on va parler de nos RKO favoris. Et pour finir, nous répondrons aux questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Allez, on y va. Et donc cette semaine pour les news, on a une news qui a pas mal choqué, notamment ces derniers temps, car vous n'êtes pas sans savoir, un assez gros débat sur Talking Smack mardi dernier après SmackDown. The Miz a commencé un peu à bâcher Daniel Bryan en disant que en se défendant que son catch n'était pas un catch de couard, comme l'a dit Bryan, et a attaqué Daniel Bryan en disant que t'es blessé, t'as dit à tes fans que t'allais revenir, et au final ça ne s'est pas passé. Et on a appris la news il y a quelques temps que les médecins de la WWE ne seraient pas contre un retour de Daniel Bryan dans le ring. Donc je voulais savoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est un faux ou un tox ? Vas-y Léo. Déjà, j'aime beaucoup cette promo, on va dire, entre The Miz et Daniel Bryan où ils s'engueulent. Je trouve ça vachement... c'était bien, quoi. Ça donne envie de regarder Talking Smack, du coup. On se peut dire, oh, il va se passer beaucoup de choses. Ça donne envie de regarder. Donc là, voilà, on avait quelque chose d'assez important, peut-être pour le futur, on ne sait pas. Mais cette news me fait ni chaud ni froid personnellement parce que je n'aime pas forcément Daniel Bryan. Même si je reconnais bien sûr son talent in-ring, tout ça, il est très bon, mais moi, je ne suis pas totalement fan. Après, est-ce qu'un One More Match serait bon pour lui ? Je ne sais pas, parce que ça peut être assez dangereux. Tout peut arriver dans le catch. Une blessure peut arriver très très vite, sachant que il est parti, on sait, un peu pour sa santé, enfin même d'abord pour sa santé, parce que je pense que il est peut-être que psychologiquement il est apte à combattre, mais son corps dit non, quoi. Je pense que une blessure va très vite arriver. Donc un One More Match, je pense pas que ce serait bien pour lui. Ça peut être très dangereux. Une vie est plus importante qu'une carrière de catch, je pense. Enfin, c'est même sûr. Après, on ne sait pas ce que pense Daniel Bryan, mais bon. Pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose de faire un One More Match contre. Apparemment, ce serait contre The Miz. Bon, ça peut être contre n'importe qui. Je trouve que ce serait mieux que Daniel Bryan choisisse son adversaire et qu'on lui donne pas un adversaire précis. Parce que si c'est One More Match contre The Miz, bon, ça peut faire un très beau match, c'est sûr. Mais voilà, je sais pas. Certainement un adversaire de longue date qu'il a eu à la WWE ou même qu'il aime, une superstar qu'il aime énormément, qui pourrait faire un très beau match. Donc voilà. Donc je sais pas. Je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faudrait pas tenter le coup. Enfin, ça pourrait être dangereux, on va dire. Donc non, moi je dirais de ne pas faire One More Match. En plus, on sait que la WWE peut être très gourmand. Il peut se dire, ouais, Daniel Bryan, son One More Match, il va avoir, je pense, si ça arrive, il aura une pop monstrueuse, une pop infernale comme d'habitude. Donc ils vont se dire, ouais, il a catché, ça allait bien, il a eu la pop, donc on va faire un autre match, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour au final qu'il se blesse définitivement et qu'il, je sais pas, il se paralyse ou quelque chose du genre. On peut se rappeler de Edge, par exemple, qui a été énormément, qui a une grosse blessure, du coup, qui a décidé d'arrêter sa carrière. Ce qui n'a pas empêché, on l'a revu quand même des fois, ouais, après quelques années, mais il n'a pas catché, il a ajouté des petites apparitions qui font toujours plaisir. Et Daniel Bryan, on le voit toujours à SmackDown, c'est le général manager, donc non, je pense qu'un match n'est pas à voir. Je pense qu'il est très bien général manager, on le voit toutes les semaines, donc les fans sont contents. Donc je pense qu'il faut mieux qu'il reste général manager
Qu'il y ait des petites embrouilles, voilà, bon, comme avec The Miz, ça peut être intéressant. Mais là, d'en faire un match, je pense pas. Personnellement, je suis un grand fan de Daniel Bryan. J'adore son catch, j'adore tout ce qu'il a accompli dans un ring, que ce soit à WWE ou en dehors. Le problème, c'est que je suis contre son retour in-ring, non seulement pour sa santé, parce que dernière fois qu'il a subi une grosse blessure comme ça, et qu'il est revenu, il s'est reblessé quelques mois plus tard. Donc non seulement pour sa santé, mais aussi parce qu'il a pris sa retraite. Et qu'un catcheur revienne alors qu'il vient de prendre sa retraite, souvent c'est mentir aux fans, et c'est pas quelque chose que les fans apprécient. Même si les fans, je pense, apprécieraient le retour de Daniel Bryan dans un ring, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement, des fausses retraites comme celle-là. D'autant plus qu'il a réussi à se reconvertir à WWE, parce que certains catcheurs ayant pris leur retraite n'ont pas réussi. Il a réussi à avoir un nouveau rôle en tant que manager. Apparemment, il est il coach pas mal à NXT apparemment, et notamment général manager à SmackDown. Donc je respecte ce que Daniel Bryan a fait dans un ring, et je respecte la façon dont il s'est reconverti, mais je serais contre. Et toi, Axel? Bah moi je vais même aller encore un peu plus loin que vous, je dirais tout simplement que ce sont des fausses, mais vraiment des fausses rumeurs qui ont été lancées et qui... En fait je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux qui se sont affolés quand ils ont vu Daniel Bryan dans Talking Smack qui s'est fait insulter par The Miz. Daniel Bryan qui part, qui quitte brutalement l'émission comme ça en mode voilà je suis révolté contre The Miz. Et là tout le monde s'est dit wow, et si on avait un affrontement contre The Miz? Et je pense vraiment que ça a mis en place comme ça des fausses rumeurs parce que je vois vraiment pas la raison pourquoi Daniel Bryan, là on est au mois d'août 2016, qu'est-ce qui leur fait dire que Daniel Bryan aura un nouveau match à part ce segment? Il n'y a rien de fondé. Si jamais ces rumeurs venaient être vraies et que les médecins l'autorisaient vraiment à refaire un match, non seulement je serais pas pour parce que moi personnellement je suis pas fan de Daniel Bryan, mais même comme vous l'avez déjà dit, je pense que c'est sa santé qu'il faut mettre, qu'il faut protéger avant tout. Donc ça serait vraiment une prise de risque inutile que d'organiser un nouveau match parce que qu'est-ce que ça va lui donner à Daniel Bryan? Franchement, organiser un dernier match comme ça dans le vide, il n'y a pas vraiment d'utilité je trouve. Ça va pas modifier la carrière de Daniel Bryan, ça va vraiment rien changer du tout. C'est juste les fans qui veulent le revoir dans le ring, mais je pense qu'ils doivent privilégier sa santé. Mais je pense vraiment que ces rumeurs sont fausses, quoi. Donc je me soucie vraiment pas pour sa santé ou quoi. Je pense que ce sont vraiment une news infondée. D'accord, très bien. Je crois qu'on peut passer à la news suivante, qui implique donc un possible gros match pour WrestleMania. Pour ceux qui ne sont pas au courant, The Rock a fait une carrière dans le cinéma, et oui. Et notamment dans la série de films Fast and Furious, dans laquelle il joue avec l'acteur Vin Diesel, Vincent Essence, comme on peut l'appeler en France. Mais plus sérieusement, il y aurait une certaine rivalité entre les deux, comme quoi les deux ne s'apprécieraient pas forcément sur le tournage et sur les scènes qu'ils font ensemble. Et il y a certaines rumeurs qui voudraient que The Rock puisse se retrouver dans un ring avec Vin Diesel pour WrestleMania 33. Est-ce que ça sera un bon match pour vous? Est-ce que c'est juste une info? Est-ce que c'est un fake ou un dream match pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Axel. Un dream match, mais oui, et puis quoi encore? Attends, on a déjà Non. Shaquille O'Neal contre Big Show, Oui, pourquoi pas? justement, on va y revenir là-dessus. On a déjà ce match qui est, il semblerait officiel d'ailleurs, ce Shaquille O'Neal Big Show, hein. Je crois qu'il a été publié sur le site officiel. Donc, il me Ah semble bon? que ce match est vraiment officiel. Pour celui-ci, ce n'est pas officiel et heureusement. J'espère vraiment que ça n'aura pas lieu. Non, vraiment. Déjà qu'avoir un match avec des célébrités dans un WrestleMania, c'est déjà assez chiant, je trouve, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à part un coup de pub pour la fédération qui ramène des fans en plus et qui remplit le stade et qui vend plus de pay-per-view également. Mais sinon, à part ça, il n'y a vraiment aucun intérêt parce que quand on regarde un match avec une célébrité, il faut pas s'attendre à du grand catch évidemment. C'est juste sa présence qui compte. On sait très bien qu'on va pas avoir un grand match technique, ça va être nul à chier. On va vraiment être honnête, on va parler de façon crue, mais c'est tout à fait ça. Et donc franchement, un match Shaquille O'Neal, Big Show. Déjà que Big Show niveau technique, voilà. Et Shaquille O'Neal, il est pas catcheur, donc on craint le pire également. Ça va juste être un match de géant où, enfin voilà, on va avoir quoi? Des coups de poing, des coups de pied, des coups de la corde à linge. Waouh, ça va être génial. Si on rajoute un match comme ça avec une célébrité où on aura encore une fois un match in-ring qui sera vraiment très pauvre, je crains la qualité du WrestleMania, hein. Donc vraiment non. Encore un match de célébrité par Mania, je veux bien, mais ça suffit. C'est même déjà de trop, donc non, pas deux matchs s'il vous plaît. J'y crois pas. Je,
Je viens tout juste de check sur le site. Pour l'instant, à la date du dimanche 28 août, il n'y a rien d'officiel sur le site. Donc peut-être que d'ici la sortie du podcast, Ils, ils ont je fait un j'espère pas article. non plus. Ils ont fait un article Ils ont fait dessus, un Ouais, article. oui, on l'a Shaquille vu. O'Neal, Big Show, j'ai déjà vu, ouais. Ah oui, sur l'article, enfin sur Shaquille O'Neal, mais pas sur Vin Diesel The Rock. Ah C'est non, ça que je non, voulais oui, dire. oui, oui, d'accord, oui. Et pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est que des rumeurs. Et personnellement, j'ai pas envie de voir ce match parce que de juste d'un point de vue in-ring, ça sera pas terrible. The Rock peut toujours tenir dans un ring, je pense. On a pu le voir WrestleMania 29. Il peut toujours tenir dans un ring et en très grande forme. Mais Vin Diesel, je ne pense pas qu'il puisse, surtout face à The Rock. Et d'autant plus que dans ce cas-là, vu d'un point de vue booking, comment tu bookes le vainqueur de ce match? C'est ça le problème aussi, c'est que tu peux pas vraiment booker un vainqueur dans ce match parce que surtout que je crois que la sortie de Fast 8 se fait genre courant du mois d'avril justement, donc le même mois où il y a WrestleMania et ça peut être un énorme coup de pub pour WrestleMania et pour Fast 8 et Oh d'un autre non. côté, je pense que ça pourrait c'est le genre de coup de pub que Vince aime mais ça pourrait aussi faire un coup dur pour l'un des perdants. Ils pourraient Mais réinviter après, Donald Trump aussi pendant les présidentielles, hein. oh, rigole même pas. Tu sais pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, toi, Léo, qu'est-ce que t'en penses justement? Bah, je pense que c'est exactement la même chose que vous. C'est absolument inutile. C'est du pur marketing. Parce qu'on sait que le film sort ouais, quelques jours après ou les semaines à voir, à venir. Enfin, c'est aucun intérêt. On sait déjà qu'il y aura Big Show. Enfin, c'est pas sûr apparemment, mais bon, fort probable qu'il y ait Big Show Shaquille O'Neal. Déjà, ça donne vraiment pas envie. Alors, si on a un deuxième match avec célébrité, Zoro versus Vinzel, oh là là, qu'est-ce que ça va être cette WrestleMania de célébrité il y aura aucun professionnel entre guillemets de catch, je parle évidemment, parce que c'est qu'on définit des professionnels ou le basketteur, bref. Donc non, non, aucun intérêt. J'espère vraiment pas que ça va arriver. Je pense que le WWE n'a pas besoin de ça pour se faire de la pub. Ils ont déjà énormément de fans. Alors pourquoi faire de la pub à Fast and Furious et que la Fast and Furious fasse de la pub, enfin à l'US, je trouve ça vraiment inutile. Après, c'est que des rumeurs. C'est fort possible que ça arrive. On se rappelle de Bichou versus Floyd Mayweather WrestleMania 28, si j'ai pas de bêtises, 24, 27. 24. D'accord, carrément, comme ça, c'est tout faux. Donc voilà, non, c'était vraiment pas intéressant. C'est bon, enfin, personnellement, c'est pas loin que j'aime pas ça. Je trouve ça super chiant. C'est lent. En plus, on sait très bien qui c'est qui va gagner à chaque fois. La célébrité qui intervient, qui fait le match, c'est toujours eux qui gagnent. Après, pourquoi pas des petites, des petites scènes, genre comme à WrestleMania 30, quand il y avait The Rock qui avait dit à Ronda Rousey de venir sur le ring, c'était court, mais c'était voilà, c'était pas non plus dérangeant vu que c'était court, comme je dis. C'était pas un match, c'était juste un petit segment, donc c'était assez sympa, voilà, c'était drôle, on va dire, de voir une fille défoncer la gueule de Triple H. Pourquoi pas? Ça, je veux bien. Mais alors faire un match, deux matchs avec des célébrités pour ce WrestleMania. En plus, c'est le WrestleMania, quoi. C'est pas n'importe quel pay-per-view. Alors non, non, sans déconner, non, faut On a arrêter. déjà John Enfin, Stewart à SummerSlam en plus, c'est bon. Oh, ouais, New Day, ouais, 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 excellent. le power of positivity, les mecs. Allez, on y Ouais, croit. je mets une licorne sur la tête, je danse, voilà. Bon, bah, en tout cas, on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines. D'ici à WrestleMania, on a le temps, mais il pourrait très vite confirmer ça pour faire la promo de WrestleMania et de Fast 7. Mais en attendant, on a quelque chose qui est beaucoup plus concret, qui est une, euh, une petite histoire avec Bo Dallas. Comment dire? Il n'a pas été encore suspendu, mais il a été confirmé que Bo Dallas a été arrêté par la police parce qu'il a essayé de prendre l'avion en étant totalement bourré. Il a essayé de faire une Ric Flair et c'est pas passé. Donc, dans les faits, il attendait un avion qui a été décalé, je crois, avec d'autres amis catcheurs et catcheuses. Et au moment de prendre l'avion, il est monté dans l'avion totalement bourré et a commencé à insulter les passagers, pilotes, etc. en chantant le Roi Lion. Et la police, enfin, le pilote a personnellement viré Bo Dallas et il s'est fait arrêter par la police. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a eu de suspension, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été déprogrammé du match qu'il avait au Live Event le soir même.
Et on ne connaît pas plus de répercussions pour l'instant. Mais en tout cas, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon chanteur ou est-ce que vous pensez que ça aura une conséquence sur sa carrière? Moi, Vas-y, Léo. j'aimerais bien qu'ils prennent Ah, vas-y. ce gimmick-là, moi. Oh, c'est ce que j'allais dire. Oh putain, j'ai dit exactement Simba. la même chose. Le mec, c'est Simba, tu sais. Il va faire une Damien Ouais. Sandway, il va venir déguisé chaque semaine. Ça se trouve, ça l'a inspiré, le mec. Ah, On tient putain. quelque chose, on tient quelque chose. Ah, il Oh, booker de la arrêtez. WWE sur WWE Fan Trans, tu sais. C'est Ce sont les ça. gros bookers, là. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite news insolite de la semaine, Léo? Alors déjà, Bodala, déjà, qu'on peut dire qu'il a pas une grande carrière à la WWE. Alors en plus, Oh. si... Ah ouais. Alors, en plus, s'il se bourre la gueule avant un show, alors lui, il a tout compris, hein. Bon, apparemment, il est fan du Roi Lion. Ça, voilà, pourquoi pas. Mais moi, tu fais pas ça, quoi. Même, j'allais dire, même si t'es une top star, tu fais pas ça, quoi. Ça se fait pas. T'es professionnel, tu vas pas te bourrer la gueule avant un show. Enfin, je sais pas si c'était le show dans la soirée, mais même, tu sais très bien que tu prends un avion, voilà, c'est ton métier, tu fais pas ça, quoi. Bon, ben, il y en a qui le font, apparemment. Bodala, bonjour. Non, sans déconner, ça va pas lui, comment dire, il va pas remonter grâce à ça, je pense. Ah bon, ouais, j'espère qu'ils vont pas faire un gimmick du roi lion, genre, on Non. sait pas, non. Non, il va pas D'autant monter, mais plus, il va pas descendre non plus parce qu'il est déjà au plus bas. Donc, de toute façon. oui, c'est pas faux. Enfin, en même Oui, temps, enfin, le mec catch dans une grenouillère quand même. C'est vrai qu'au niveau respect, il est plus à chanter Roi Lion dans cet aéroport. Mais apparemment, c'est pas la première fois. En 2013, il a déjà été arrêté pour avoir conduit en état d'ivresse. Donc peut-être que la WWE va prendre je sais pas, peut-être une sanction pour Bodalas, mais en tout cas, je sais pas, est-ce que ça serait une grosse perte, Bodalas, qu'est-ce que vous pensez, notamment, bah, après cette Brand Split, lui qui aura peut-être eu une chance, qu'est-ce que vous pensez, C'est, notamment j'ai une question, c'est arrivé avant un show où il était booké? Oui, Ah ouais, oui, donc c'était, ouais, ouais, ouais. la sanction va tomber C'est, là. à C'est, Puebla, il bah, y a connais-toi. de moi, là, grandes chances il que pourra ça boire tombe. tranquillement. Bon, moi, il pourra boire tranquillement chez lui, là, pas de problème. Ah bah là, pendant 30 jours, ouais. Et normalement, Ouais, il devait teamer avec Curtis Axel contre les Usos. Ah oui, c'est vrai, ils refont équipe, je crois. Oh là là, il a raté un match, le pauvre. Oh là là, J'avoue. le match de sa carrière, hein. Oh là, tu m'étonnes que ça bourrait la gueule, Non, mais là, juste ce match. on se moque de lui, mais franchement, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui quand même. Je Oui, dis c'est pas vrai, que c'est vrai. son gimmick Bolive là, va vraiment fonctionner et c'est que c'est le bon gimmick qu'il lui faut, mais franchement, c'est pas non plus un très mauvais catcheur. Il a quand même un bon catch, même si c'est pas exceptionnel, il reste bon dans un ring. Il a été champion de la NXT. Franchement, il a autre chose à faire que de jobber toutes les semaines à Raw. Enfin, c'est dommage. Malheureusement pour lui, je pense que il est du côté de Raw. C'est pas le bon show pour le mettre en avant. Il aurait été du côté de SmackDown, peut-être qu'il aurait eu un meilleur avenir. Là, je m'inquiète vraiment pour lui et je pense qu'il pourrait vraiment prendre la direction de la porte maintenant parce que il y a des catcheurs où ils sont en train de jobber et on espère que un jour l'amélioration du booking va arriver. Mais là, pour Bodala, j'ai vraiment l'impression qu'elle arrivera jamais. Donc, moi, je prendrais la direction de la porte à sa place. C'est vrai il a pas beaucoup d'avenir à la WWE. La WWE, elle a pas mal laissé tomber ces derniers temps. Ils ont essayé de le rattraper avec les Social Outcasts. J'avais déjà oublié le nom, tu vois. Ouais. Mais ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si on parler de lui. Et honnêtement, j'ai pas aussi de la porte pour lui. Après, c'est pas que ça me dérange pas, mais bon, c'est pas non plus un catcheur exceptionnel. Certes, c'est un ancien champion NXT, un des plus longs règnes d'ailleurs des histoires d'NXT, le troisième règne. Mais après, le mec, il est pas transcendant dans un ring et son gimmick est pas terrible. À part le Oui. Bolive, il a jamais eu grand chose. Non, mais ça, après, c'est pareil, ça dépend du gimmick. Le gimmick change tout aussi. On t'aurait dit ça de Husky Harris, tu pensais la même chose. Et maintenant que c'est Bray Wyatt, bah, ça change totalement la personne, quoi. Voilà, Et après, là, ce que j'allais rajouter, c'est que peut-être qu'il y a un changement de gimmick. Et peut-être s'il avait été drafté à SmackDown, on aurait pu le mettre avec Bray Wyatt et ça aurait fait genre la, la vraie famille. Il aurait plus manqué que Sister Abigail que tu aurais trouvé quelque part dans les bas-fonds d'NXT, quelqu'un que personne ne connaît. Et on aurait pu faire une vraie ah, mais Wyatt oui, ils family en sont fait. frères en plus, c'est vrai. Et Oui. oui, Et c'était oui, pour ça, ouais, ouais, ils sont prêts. donc c'est dommage. Mais il y a peut-être moyen pour que, je sais pas, peut-être Bray Wyatt est en bon contact et il pourrait faire pression, genre amenez-le à SmackDown, on pourrait faire quelque chose. Ouais, faut attendre le draft de l'année prochaine et puis on verra. Ouais, Non, mais je pense que l'année prochaine, faut il sera attendre plus qu'il se là, fasse hein. pousser la barbe. Ouais, c'est Oh, sûr. Si,
Et le bid aussi. Hein. Oh non, ça il en a assez, t'inquiète pas. Ah oui, ouais. C'est vrai que dernièrement, Non, mais de toute façon, même ses débuts dans le roster principal ont été complètement foirés. C'est pas. Oui, Ils auraient dû trouver un meilleur gimmick, quoi. Enfin, c'est Olive, clair. c'est bon, ça marche 5 minutes. ouais, c'est dans le début, il y a force, on se lasse. Après, peut-être si on trouve un nouveau gimmick, peut-être un face turn, quelque chose dans le genre pourrait fonctionner. On sait pas. Ouais. Moi, en plus, je vois très bien Bodalas en face. Enfin, en face, ouais, je trouve qu'il a vraiment la tête du mec gentil quand il rigole. Genre, quand il est méchant, il est pas crédible. Je sais J'avoue. pas. Bah, ça fait plus le mec innocent débile, tu vois. Euh, la preuve. En tout cas, bon bah, pauvre, pauvre Beau Dallas. Ah, c'est dur à dire. Pauvre Beau Dallas. Et puis bah, on lui souhaite bonne chance en désintox. Peut-être qu'il ira rejoindre Ric Flair Tu vas le voir quand en même. Caroline du Nord. Mais en tout cas, on a évoqué un possible turn peut-être pour Beau Dallas, mais des rumeurs ont traîné sur les réseaux sociaux et sur Internet ces derniers temps, comme quoi Roman Reigns et Seth Rollins pourraient faire un double turn. Donc Roman Reigns pourrait enfin devenir heel et Seth Rollins pourrait enfin faire son face turn tant attendu depuis son retour. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et puis est-ce que c'est possible ou comment ils auraient pu, enfin comment ils pourraient le booker, Axel. Alors, pour Roman Reigns, je pense que c'est vraiment la chose à faire. Enfin voilà, Roman Reigns, c'est plus un mystère maintenant. Tout le monde veut le voir turner heel depuis des mois et des mois. Depuis qu'il se fait huer par la foule, la WWE a toujours essayé de trouver des moyens et des moyens pour que on essaye de l'aimer, pour qu'on nous force à l'aimer. Ça a jamais fonctionné. Là, ils tiennent quand même un petit truc. Là, ils ont mis Roman Reigns face à Rusev pour le titre des États-Unis, Rusev l'anti-américain. Et là, bizarrement, ça fonctionne. Les gens soutiennent un petit peu plus Roman Reigns. Hein. Bon, ils sont quand même pas mal idiots, faut l'avouer, parce que bon, c'est Roman Reigns, il a pas changé entre temps. C'est vraiment Rusev qui influence le public de ce point de vue-là. Mais je pense que Roman Reigns, quand il aura terminé sa rivalité avec Rusev, je ne suis pas sûr que la réaction de la foule soit toujours comme cela. Et j'ai peur qu'il y en ait qui retournent une nouvelle fois leur veste. Donc j'ai vraiment peur que cette rivalité face à Rousseff ne soit pas éternelle et que cette pop qu'a la foule, enfin cette pop entre guillemets, parce qu'il n'a pas non plus une énorme pop en ce moment, mais j'ai vraiment l'impression que c'est momentané là et que ça va vraiment pas durer longtemps. Donc à voir, et j'espère que ça va pas être un futur John Cena et que Roman Reigns va pouvoir tourner heel, que ça ne sera pas impossible dans sa carrière. Et pour Rollins, bah là c'est un peu moins gênant, moi je trouve, parce que Rollins face, on l'a déjà eu face. Même si moi personnellement je préfère heal, bon, Rollins qui turn face, c'est pas non plus quelque chose d'impossible. Donc ça c'est plus probable déjà, je vois plus le face turn de Rollins que le heel turn de Roman Reigns. Mais après un double turn, là je vois pas trop la raison en fait, mis à part le Fatal 4-Way match où ils sont tous les deux dedans pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine du coup. Où vous aurez vu les résultats quand vous écouterez ce podcast, mais nous on ne connaît pas encore le vainqueur au moment où on tourne cet épisode. Bah, peut-être que dans ce match il va se passer des choses, peut-être une future rivalité entre Rollins et Roman Reigns, mais enfin voilà, moi j'y crois pas. Je vois pas pourquoi il y aurait une rivalité entre les deux déjà. Parce que Roman Reigns c'est du côté du titre des États-Unis, il a commencé un truc avec Rusev et il a pas terminé sa rivalité, c'est que le début donc en tout cas je serais la première personne à vraiment m'énerver sur Roman Reigns si jamais, enfin c'est pas de sa faute mais je m'énerverais sur le booking de Roman Reigns parce que voilà, il commence un truc sur le titre des États-Unis, il va pas devenir champion universel, c'est bon, il peut pas non plus prétendre à tous les titres en même temps, faut pas déconner. Pour ce qui est de Rollins, bah lui, je le vois déjà plus tourner autour du titre universel parce qu'il a eu sa chance à SummerSlam déjà, donc c'est logique. Mais après, je le vois pas face à Roman Reigns. Moi, je vois plus une rivalité du genre Kevin Owens-Rollins plutôt que Rollins-Roman Reigns. Après, je peux me tromper, mais du coup, ce double turn, j'ai vraiment du mal à y croire. Je pense encore que ce sont des simples rumeurs. Mais encore une fois, on peut se tromper. Mais moi, j'y crois pas. Ouais. Personnellement, un face turn de Rollins, je serais vraiment pas contre. C'est un très bon heal, ça c'est clair et net. Le problème, c'est qu'après, avec la blessure de Finn Balor, on manque de gros face, de top face, et Seth Rollins pourrait parfaitement remplir ce rôle. Et c'est en ça que j'ai vraiment envie de voir Rollins en tant que face et voir ce qu'il vaut. T'as dit qu'on l'avait déjà vu en face, mais on l'a vu en face dans The Shield. Et le problème de The Shield, c'est que individuellement, on n'avait que un tiers de chaque personne au micro. On pouvait pas voir vraiment ce qu'il donnait.
Tandis que là, Seth Rollins, il a tout le main event rien que pour lui en ce moment. Et s'il fait un face turn, on pourrait vraiment voir l'ampleur qu'il peut avoir en tant que babyface. Donc Mm. j'ai envie de voir, mais en même temps, il a pas fini tout ce qu'il a à faire en heel. Et je pense qu'on peut encore tirer un petit peu de, de Rollins en heel. Mais pour ce qui est, par contre, de Roman Reigns, Roman Reigns, c'est quand même la patate chaude de la WWE ces derniers temps. C'est qu'est-ce qu'on en fout, quoi. Et je suis déçu parce que ils ont l'air de vouloir rebalancer dans le main event et rumeurs disaient que sa rivalité avec Rusev serait juste temporaire et qu'à la fin de cette rivalité, il retournerait dans le main event. Et je suis quasiment sûr que d'ici 2017, il sera de nouveau champion universel. Enfin, pas de nouveau, Non, de nouveau champion s'il du vous monde. plaît, non. D'ici 2017, courant 2017, je te parie. Et le problème, c'est que comme je t'avais dit déjà à la review, si vous l'avez pas écouté, vous pouvez toujours y aller, mais ils ont réussi quelque chose avec Roman Reigns, c'est que en le mettant dans le mid-card, ils ont réussi à rafraîchir Roman Reigns. C'est qu'on n'avait plus cette impression que Roman Reigns était dans le main event et c'était vraiment oppressant au bout d'un moment parce qu'on disait oh, il va encore être là, mais combien de temps, c'est atroce, tandis que de le voir redescendre dans le mid-card, il était là en mode putain, ça fait du bien de voir un nouveau main event. Certes, Rollins est toujours là, mais il n'y a plus Reigns. Et du coup, les fans ont commencé à changer un petit peu d'avis en mode ok, on va voir ce qu'il vaut maintenant qu'on n'est plus à le haïr comme on faisait avant. Mais s'ils font ça, autant le tourner heel parce que il va juste. Les fans vont pas oublier aussi vite. Et les fans vont huer peut-être même plus qu'avant, surtout s'ils gagnent le titre à Raw. Ah oui, ah oui. Et ce qui est fort probable malgré tout. Je vois bien une victoire de Reigns, même si je croise les doigts, même si je prie pour Kevin Owens. Oh, mais d'une puissance infinie. Ah, on est d'accord. On verra dans les commentaires ce que vous en pensez d'ici mardi quand vous aurez le pro. Et que moi, j'aurais probablement pleuré de joie ou de tristesse, on verra bien. Mais en tout cas, je suis pour un double turn. Et après, il faut juste bien le booker. Et dans un Fatal 4-Way, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des situations pour booker un double turn. Et toi, Léo? Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je suis d'accord pour le heel turn de Reigns. Mais alors le face turn de Rollins, pas du tout. Je vais l'expliquer après. Reigns, c'est clairement le moment où il doit faire son heel turn. Le mec est hué à la mort. Incroyable, Plus pire. maintenant. Arrête. Un peu Ah, moins, si. un peu D'accord, moins d'accord. maintenant qu'il est avec Rousseff. Je suis pas d'accord parce que. Ouais, bon, en même temps, c'est Rousset, bref. Oui. C'est sûr, il se fait moins hué dans les. J'allais dire Raw SmackDown, mais non, du coup, maintenant c'est Caro. À Raw, il se fait pas totalement. Enfin, oui, il se fait hué, mais il y a quand même des acclamations. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de marques. Voilà. Alors que, on regarde SummerSlam, qui est quand même un show qui attire énormément, voire, non, peut-être pas que, mais vraiment la majorité de Smart, il s'est fait huer, Reigns. Avant son Non. entrée, arrête, il s'est fait huer à la mort. Pas Comme, tant que ça, je sais comme, pas. ah, je trouve, moi. T'es violent là. Non, non, il y a quand même eu de la pop, hein. Oui, Oui, un allez, petit peu, parce que les d'accord. fans Il y a savent les pas deux, quoi il y a les faire. deux. Oui. Ils sont Ouais, il y a mitigés. trois petits garçons dans le public et que Oh. l'emporte. Non, sérieusement. Non, je trouve, non. Pour moi, donc oui, donc le hitter de Reigns est à venir au plus vite. Euh, J'espère juste qu'ils vont pas faire du genre, bon allez, si on donne Reigns le titre universel, alors qu'il soit fait, il va se faire encore huer à la mort. Donc peut-être qu'ils sont le met heal et qu'il gagne le titre, il se va huer quand même. Mais bon, c'est un heal, donc ça passe. Donc non, j'espère juste que ça va pas être ça le plan. Donc j'espère déjà qu'il va finir sa rivalité avec Rousseau parce que SummerSlam, lol, le match, enfin, il n'y en a pas eu d'ailleurs, mais bon, c'était n'importe quoi, c'était clairement inutile, je pense que c'était pour gagner du temps. Donc oui, je suis d'accord pour le turn de Reigns, c'est à venir. Par contre, je sais pas comment ils vont faire parce qu'apparemment ça va arriver très rapidement dans les semaines à venir, peut-être à Raw là, mais je pense pas non plus à ce point. Je sais pas comment ils vont faire, j'ai hâte de voir d'ailleurs comment ils vont faire. Mais Reigns en heal, je trouve que c'est très bien. Il a vraiment la tête du heal en plus. Il joue très bien le heal, je pense. Donc je dis oui. Par contre, Rollins en face, juste non. T'as dit qu'on l'avait vu en face dans le shield, mais je trouve, ça compte pas. Ils étaient trois face. En plus, ils ont pas resté très longtemps. Genre, c'était pas non plus le meilleur moment de leur carrière de shield en face. Je trouve, non, ça comptait pas vraiment. Voir Rollins heal, comment dire, depuis qu'il est plus avec le Shield, c'était excellent. Même si c'est toujours excellent, il vend très bien son personnage.
Euh, pour moi, c'est le heel par excellence. On va dire, il joue très bien ce rôle. Mais je pense que le face turn est fait trop tard. Il a dû le faire lors de son retour, parce que lors de son retour après Money in the Bank, il a vu une pop, enfin même Money in the Bank, il a eu une pop monstrueuse là d'ailleurs. Tout le monde était avec lui, bon en même temps c'est normal. Mais même l'euro du lendemain, il a eu une pop énorme aussi, je trouve. Vraiment, tous les gens l'acclamaient, même que ce soit les petits ou les grands, tout le monde l'acclamait. Et là, je pense que le face turn a dû se faire immédiatement pour son retour. Mais après, on a su qu'il a fait la rivalité contre Marines, donc Reigns et Hill et Rollins face, donc logiquement ça marche pas. Mais ouais, je pense que Rollins le faire face maintenant, comment ça se passe avec le titre après Baylor, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Pas tout de suite, c'est trop tard, je pense. Peut-être qu'il devrait faire une rivalité, je ne sais pas comment, mais là maintenant, non, je ne vois pas Rollins face, et même je ne le vois pas fait du tout d'ailleurs. En Hill, il joue, ouais, comme je dis, il joue très très bien son rôle. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'il va faire. Non, je ne le vois vraiment pas en face. Je ne sais pas ce qu'il va apporter parce que Rollins, pour soi, il a commencé il n'y a pas très longtemps sa carrière. Le mec a une carrière monstrueuse, enfin, une très belle carrière déjà. Alors imaginons dans le futur, je pense que ça va aboutir à quelque chose d'incroyable. Mais bizarrement, en fait, je le vois pas gagner grand-chose. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, non. Face, Rollins, non. Mais Roman Reigns en heel, évidemment, là, c'est oui. Mais allez-y, dépêchez-vous, vous attendez quoi? Ils attendent que ça, quoi. Le public le bout à mort. Mais non, ils font genre, non, non, on n'entend pas, on est sourd. Roman Reigns s'est aimé. Non, non, juste non, quoi. Donc oui, pour le heel turn de Reigns et non pour le face turn de Rollins. D'accord. Moi, je te rejoins juste sur un point rapidement, c'est le fait de tourner face Rollins, c'est clair que ça va être très compliqué quoi. Maintenant, il est arrivé à un stade où c'est vraiment le top heel par excellence et ça va être très compliqué de faire un face turn quoi. Je sais pas comment ils vont faire, s'ils veulent vraiment le faire, ça va être compliqué. Bizarrement, je repense là à un instant. À Kofi Kingston. Ce mec a fait sa carrière en face. Et Rollins, là, il a fait, enfin, oui, il fait quand même sa carrière en heel, voilà. Et on s'est dit, quand Kofi Kingston allait faire un face turn avec New Day, on s'est dit, oh là là, Non, heel turn qu'est-ce que ça plutôt, va être non? Kofi. Oui, à Luther. Au début, non, au début, oui, pardon, il y a eu le temps, excusez-moi. On s'est dit, oh là, Kofi, c'est juste le mec, on le voit, il a la tête d'enfant. Là, en gros, c'est la tête d'enfant, le mec trop gentil, Il sourit tout le temps quoi, c'est le Apollo voilà. Crews quoi. Il sourit toujours, hein, d'ailleurs. Pour Apollo Crews. Bref. Donc, on se dit, oh non, ça va jamais marcher, ça va être horrible. Et au final, ça marche super bien. Une idée, c'est excellent, quoi. Donc peut-être que Rollins, on dit exactement la même chose, on le voit pas en face. Non, pour moi, Rollins sera très bon en face. Pour moi, J'ai pas c'est dit, quelqu'un à qui tu peux vraiment t'accrocher. moi j'ai pas dit En le fait, contraire, je c'est parle pas la de la qualité. transition, c'est la transition Ouais, qui va vraiment être voilà, ouais. compliquée. C'est pas le bon moment, en fait. C'est pas Je bon. pense que le moment qu'ils ont raté, c'était Money in the Bank. Avec Ouais, le voilà, Rollins leur tour. Reigns. Non, non, c'était son retour, c'était avec Extreme Rules. Ouais, bah, Non, je pense que le moment où ils auraient Non, dû c'était le Money in faire. the Bank, hein, son retour. non, Hein. Extreme Rules. Non. Ah ouais? Eh oui, Ah putain. Oh là là, son premier match. moi, je me fais mes pay-per-view, moi, tranquille. Mais son D'accord. match contre Reigns à Money in the Bank en solo, ça aurait dû être à ce moment-là. Parce que on avait le héros qui venait reconquérir son titre en mode je viens de revenir d'une putain de blessure qui aurait pu mettre ma carrière en danger face au mec qui est là depuis plusieurs mois en mode et ouais, je suis là, je suis pas un mauvais gars, je suis pas un bon gars, je suis juste le gars. Et ça aurait été le moment parfait pour le double turn, mais ils l'ont pas fait. À voir dans l'avenir s'ils vont le faire, s'ils ont les couilles de le faire surtout. Et puis Et même, la façon dont ils le font. même à Extreme Rules, quand il a fait son retour, quoi, la pop qu'il a eu, quoi, c'était le moment. Et même ce soir-là, on savait pas exactement si Rollins était revenu en heel ou en face. Il a fallu attendre le Raw du lendemain pour le savoir. Et là, ils auraient vraiment dû tout miser ici, quoi, si vraiment ils voulaient le faire. Et même au Raw du lendemain, il a eu une pop monstrueuse hein, dans Ouais, son entrée. ouais. Bon, assez débattu. Je pense qu'on va passer au justement au débat de la semaine. Et puis ben, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve pour le débat de la semaine qui porte sur SmackDown versus Raw, qui a l'avantage pour le moment. Donc après cette grande brand extension il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, on va faire un peu un récapitulatif pour savoir qui a pris le dessus entre le show bleu et le show rouge et savoir qui vraiment a le plus de potentiel même pour l'avenir. Donc
Bah, libre antenne, qui veut commencer? Je vous laisse le choix. Tu veux commencer, Léo? Non, non. D'accord. La galanterie. Bon, alors je vais commencer. J'ai divisé, enfin j'ai fait ça en deux parties. J'ai fait un côté Raw, un côté SmackDown, et je vais citer les points positifs et les points négatifs de chacun jusqu'à maintenant. Enfin, du moins ce que j'ai relevé moi en regardant les shows depuis la draft. Alors, première chose, on va parler durée déjà. Un gros point positif pour SmackDown pour moi, c'est ces 2 heures de show. Et le point négatif de Raw, c'est ces 3 heures de show. Donc là, c'est vraiment paradoxal. On a un Raw qui est beaucoup trop long. On voit, ils souffrent, hein. Ils ont vraiment du mal à booker le Raw. Enfin, jusque-là, mis à part le premier, j'en ai pas un qui me vient en tête où je me suis pas ennuyé pendant un moment, quoi. Où les 3 heures étaient vraiment à fond, où on ne s'ennuyait pas. Il y en a eu qu'un, c'était le premier, c'est le seul que j'ai en tête. Du côté de SmackDown, les 2 heures chaque semaine sont très intenses. Parfois, c'est même un petit peu juste, et je vais y revenir justement, ça va être un point négatif de SmackDown. Parfois, ils ont du mal un peu à mettre tout le monde en avant. 2 heures pour tout un roster, c'est un peu juste, mais 3 heures, c'est trop. Donc, il faut un petit peu le juste milieu. Mais j'opterais quand même plus pour un format de 2 heures qui est plus adapté, je trouve, pour les shows hebdomadaires comme Raw ou SmackDown. Donc point positif pour SmackDown. Le point négatif donc par rapport au temps, c'est la répartition du temps. Je trouve que parfois ça dépend des épisodes, mais il y a des épisodes qui ont vraiment une mauvaise répartition du temps où on a par exemple le champion intercontinental qui fait un Miss TV avec le champion du monde, qui met en avant le champion du monde. Mais en attendant, la rivalité du champion intercontinental, là en particulier c'est avec Apollo Crews, et ben on n'en entend pas parler du show. Voilà, on est obligé d'attendre la semaine prochaine, et encore, des fois, on n'entend même pas parler. Donc ça c'est un gros inconvénient. Il faut, enfin si vraiment ils n'arrivent pas à caser tout le monde dans un même show, il faudrait qu'ils mettent en place un système de rotation où on voit les tag teams une semaine sur deux, où on voit les women's une semaine sur deux, où on voit le champion du monde et le champion intercontinental une semaine sur deux. Enfin bref, qu'ils fassent des rotations pour qu'on essaye au final de voir un petit peu tout le monde, parce que je comprends que 2 heures c'est un petit peu juste, mais enfin voilà, il faut essayer de bien répartir le roster. Ensuite, le point positif de SmackDown, on a aussi la division par équipe et la division Women's, qui est pour moi un gros point positif parce que ils sont pas très nombreux. Et le point positif, certes, enfin, il y a quand même un petit point négatif, mais pour l'instant ça ne se voit pas parce que c'est que le début. J'ai peur que ça tourne vite en rond parce que oui, ça va toujours être les mêmes tag teams. Mais l'avantage en revanche, c'est que ça va permettre de mettre vraiment tout le monde en avant, quoi. Tout le monde va avoir sa chance. Même les plus gros jobbers qu'on n'aurait jamais imaginé remonter pour les titres par équipe il y a quelques années. Je pense à The Ascension, il y a 2 ans. Je sais même pas s'ils étaient déjà dans leur roster principal il y a 2 ans. Enfin bref, quand ils ont fait leur début, quoi, c'était un gros flop. Et on s'est dit, mais est-ce qu'ils vont remonter un jour ou est-ce qu'ils sont définitivement enterrés? Et j'étais le premier à penser que c'était fini, qu'on les reverrait plus jamais sur le devant de la scène. Et SmackDown va peut-être permettre justement de les relancer. C'est un exemple, mais il y a d'autres équipes également dans ce cas-là. Les Eyebrows par exemple, les Vaudevillains aussi qui pourraient prétendre au titre, pourquoi pas. Et la division Women's, c'est pareil. On a des jeunes Women's qui viennent d'arriver de la NXT qui auront leur chance. Après, du côté de Natalia, etc., je suis un peu moins pour. Je préférais qu'ils mettent en avant les jeunes Women's de la NXT. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc pour l'instant, sur ces deux divisions, on n'a pas vu grand-chose, donc on peut pas encore totalement juger. Mais je trouve que c'est bien parti. Enfin, en tout cas, les quelques matchs qu'on a pu avoir pour la division par équipe et la division Women's, je me suis pas ennuyé devant. On a vraiment eu des bons combats, donc ça fait plaisir. Et un gros point positif de SmackDown également, c'est les jobbers qui peuvent émerger et qui peuvent justement effacer cette image de jobber qu'ils ont sur leur peau depuis plusieurs années. Donc je pense à The Ascension par exemple, même si bon, entre autres, ils ont perdu leur match de qualification. Mais voilà, c'est pas dramatique, on les revoit au moins dans un show principal, alors que ça fait des années qu'on les voit plus à Raw et qu'on les voit que dans Main Event Superstars. Au moins ils ont leur place dans le show hebdomadaire. Je pense qu'ils auront d'autres matchs à SmackDown, peut-être pas toutes les semaines, mais ils auront des matchs de temps en temps. Et ils prétendront, je pense, prochainement pour les titres par équipe. Donc voilà, ça permet vraiment de mettre en avant des anciens jobbers. Je pense à Heath Slater également, Heath Slater qui est une pop monumentale, qui a de nombreux fans aussi grâce à cela, grâce au storyline qu'il y a du côté de SmackDown. Et c'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là, je trouve, ce show. Ensuite, du côté des deux shows maintenant, les points communs, on a des segments avec les general managers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait avant cette brand split. Et je suis très content que ce soit de retour. Et on en voit chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On voit c'est tout con, hein, mais voir les JM qui annoncent les matchs de prévus pour la soirée, etc. C'est quelque chose que j'apprécie moi personnellement.
On a également des matchs à enjeu des deux côtés du show, donc ça c'est vraiment 2 points positifs. Du côté de SmackDown, on a des matchs de qualification pour le tournoi Tag Team. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu un six pack challenge pour déterminer le challenger numéro 1 à SummerSlam. Bref, on a beaucoup de matchs à enjeu comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas le general manager qui dit ah bah toi t'affronteras lui à tel pay-per-view. Non, il y a des combats avec des enjeux où chacun gagne sa place, donc ça c'est une bonne chose. Et du côté de Raw, eh ben, on a la même chose. On a même mieux, on a des matchs de championnat. On a des matchs pour le championnat Women's, on a des matchs pour le championnat des États-Unis. Et ça c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on avait tellement rarement avant la brand split. J'espère vraiment que ça va continuer. Parce que là, la brand split a eu lieu il y a un petit peu plus d'un mois. Et ben, on en a eu plusieurs. Donc ça fait plaisir, j'espère que ça va continuer. C'est tout du côté de SmackDown. Du côté de Raw, les points positifs encore. On a la division Cruiserweight qui va arriver. Je pense que ça va être un point positif. Bon, là, je peux pas vraiment l'inclure dans le débat parce qu'on n'a rien vu encore de cette division, mais ils ont fait quelques petits teasings avec les futurs participants, ceux du Cruiserweight Classic qui ont signé pour Raw. Donc je pense que ça va vraiment être une bonne chose. Ça va être un point positif. Et je pense qu'en fait, là où on souffrait à Raw pour le format 3 heures, où on avait du mal, l'heure en fait où on se disait oh là là c'est quand même un petit peu chiant 3 heures, et bah je pense que cette partie Cruiserweight va un petit peu redonner de la forme à ce show de 3 heures et va combler un petit peu ce vide qu'on pouvait avoir chaque semaine. Et je dis pas que les 3 heures vont être à fond chaque semaine et très toniques, mais en tout cas ça va y contribuer. Euh, et le point négatif du côté de Raw, et ben je trouve que c'est tout le contraire de SmackDown du point de vue des jobbers. C'est que quand on est jobber, du côté de Raw, on y reste. Je pense notamment à Bo Dallas, je pense au Shining Star, je pense. Il y en a tellement à citer. C'est voilà. Et ceux-là, malheureusement, le roster est tellement imposant que j'ai bien peur que jamais ils vont quitter leur image de jobber, contrairement à SmackDown. Donc je pense qu'en fait, quand on est jobber et qu'on est du côté de Raw, on doit se dire putain, j'espère que l'année prochaine je serai à SmackDown parce que c'est vraiment un point positif pour SmackDown ça. Et pour terminer, du côté de Raw, qu'est-ce qu'on a de négatif encore? On a les squash matchs et on les a toutes les semaines. Donc là pour l'instant c'est Braun Strowman, on a Nia Jax également. Je me suis dit bon allez je pense qu'ils vont nous faire ça jusqu'à SummerSlam, après ça va être fini. Et là ça continue. J'espère vraiment que ça va stopper, qu'ils vont pas en faire une habitude parce que c'est vraiment le genre de match qui sont pas du tout intéressants quoi. On connaît pas les lutteurs qu'ils affrontent, on connaît directement ce qui va se passer, on sait que ça va durer 2 minutes. Il y a vraiment rien du tout d'intéressant. Donc ça aussi c'est vraiment un gros point négatif pour Raw. Donc pour conclure, déjà premier point, il n'y a pas de doute, la brand split c'est vraiment un gros point négatif. Ne serait-ce pour SmackDown parce que SmackDown a vraiment repris un intérêt incroyable, contrairement à avant la brand split. Voilà, c'est le show que je préfère regarder moi maintenant chaque semaine, très honnêtement. Pour Raw, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, je veux dire, Raw n'est pas non plus au pire de sa forme, quoi. On a connu pire avant la brand split, donc c'est pas gênant non plus. La brand split est un gros plus, ça part très très bien pour l'instant. Je sais qu'il est un peu tôt pour dire ça, mais ils partent vraiment sur un bon pied, je pense. Et pour répondre à la question du débat, je pense que pour l'instant c'est SmackDown qui a l'avantage. Mais après c'est peut-être un petit peu subjectif, je sais pas si je suis vraiment objectif au fond de moi, mais j'ai vraiment l'impression quand même que les combats de SmackDown chaque semaine sont beaucoup plus solides et qu'on s'ennuie moins du fait surtout de la durée. Je pense que la durée a un très gros impact sur l'avis que chacun a de chaque show. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Oh, Mais alors là, ça va être bien t'as tout d'enchaîner dit. là. Exactement, t'as tout dit là. Ouais. Non, euh, pff, SmackDown Euro, j'aime pas trop comparer les deux shows. J'aime pas dire Allez, qui est le meilleur. Parce que c'est pas c'est pas. comparable. Voilà, exactement. Je trouve ça pas comparable. Mais, on va parler des points négatifs positifs. C'est vrai que Raw est beaucoup trop long. On s'ennuie, allez, au moins une fois par show. Il y a des matchs où on se dit, oh, c'est complètement osef, on s'en fout, on le passe, on le regarde, mais c'est limite si on fait autre chose à côté. Alors qu'au SmackDown, c'est l'heure parfaite. Euh, je trouve que ça passe très très vite, SmackDown. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Enfin, oui, des fois on s'ennuie quand même, on va pas se mentir, il y a des choses, voilà, des fois, mais bon, ça passe très vite. On a droit à une erreur pour chaque show. Mais Raw, je trouve qu'il y en a plus qu'une des fois. Comme les matchs qui durent allez, même pas une minute.
comme Braun Strowman et Nia Jax qui n'a aucune utilité à part dire ah regardez je suis ici, voilà c'est tout, je suis là. Peut-être qu'après ça va aboutir à quelque chose pour vous dire ah préparez-vous, ils vont arriver, espérons, même si j'aime pas Nia Jax, voilà, ça, c'est juste un petit point. Petite parenthèse. Bref, Ouh. oh non. Donc comparer les deux c'est compliqué, j'aime pas ça, vraiment, c'est pas comparable, voilà. Mais c'est sûr que SmackDown prend l'avantage en ce moment parce que la division tag team, comme tu l'as dit d'ailleurs, la division tag team et women's est très intéressante dans le sens où il y a beaucoup de superstars ou de women's NXT qui sont dans SmackDown. En fait, à Raw, je vois pas vraiment, je me rappelle plus s'il y a Finn Balor, Bayley et je crois que c'est tout. Alors Et je la sais plus Jax. souvenir. Merci de me le rappeler, ça fait tellement plaisir. Voilà, alors qu'à SmackDown, il y a vraiment que des bonnes women's, pardon, bref, Nikki voilà, vous avez Bella. compris, des bonnes women's. Mais vient pas d'NXT, qui est là. Non, mais c'est une bonne women's. Ah, bah alors, pour Ah, être les bonne, elle est mecs bonne. Hein. lourds, les mecs lourds. Elle a des tétés. Non, sérieusement, Oh, putain. ouais, voilà. Même les tag teams à SmackDown sont très attendus par American Alpha, Bros que j'aime aussi beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Pourtant, je trouve ça très intéressant comme équipe. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, SmackDown, c'est sûr que pour l'instant, c'est meilleur. Mais j'ai peur, vu que c'est pas long, enfin, c'est 2 heures, j'ai peur que ce soit, comme tu l'as dit d'ailleurs, autour de ta dougie, ce soit très vite lassant. Qu'à force, on se dise, oh, ça, on l'a déjà vu, Ah, j'ai pas dit ça, on en moi. a marre. Si, que à force, t'as peur que ce soit lassant, qu'on voit toujours les mêmes choses à SmackDown. Ah, pour la division par équipe et women's, ouais. C'est vrai que le fait qu'ils sont pas nombreux, quoi, c'est ça. Que ce soit C'est ça redondant le et qu'on problème. revoit les mêmes rivalités, quoi. Voilà, exactement, il y a pas énormément de Mais women et de. enfin, je voudrais Oui. juste rajouter un petit truc. Je pense pas en fait que ça va être redondant. Je pense qu'ils vont vraiment opter pour un booking qui va justement être adapté à cette division qui est faible en termes d'effectifs. Je pense qu'en fait, ils sont 7 ou 8 women, je crois. Et pareil du côté des équipes, 7 ou 8 équipes. Je pense que sur un an, il y a moyen de faire une rotation entre chaque women's et chaque équipe pour que chacun ait sa chance, etc. C'est largement faisable parce que sachant qu'une rivalité dure rarement un mois, en général ça se prolonge sur 2 voire parfois 3 mois, enfin 2-3 pay-per-view. Donc ça peut durer un moment et jusqu'à la draft de l'année prochaine. Et la draft de l'année prochaine justement va permettre de redonner du nouveau à tout ça, d'échanger des équipes de Raw avec des équipes de SmackDown, etc. Et là on va pouvoir repartir encore une fois sur quelque chose de différent avec des nouvelles équipes, etc. Donc vraiment s'ils optent pour un bon booking qui est rotatif entre les superstars et les women's, et ben je pense que non, on s'en lassera pas. Si vraiment c'est bien fait, non. Mais s'ils nous font les Usos challenger numéro 1 pour les titres le mois prochain, et que dans 4 mois ils nous refoutent les Usos alors qu'on pourrait avoir Vaudevillains, The Ascension ou Eyebrows, non, faut vraiment qu'ils essaient de faire une rotation. On en a marre des Usos, on en a bouffé pendant 3 ans, c'est bon, là, à la porte maintenant. Personnellement, moi, alors, ma vision d'après Split pour l'instant, c'est, je suis choqué en fait. C'est lorsqu'ils ont fait les deux brands et qu'ils ont fait comment dire, les drafts, j'étais là en mode, putain, SmackDown va être chiant. Il y a aucune star power à part Styles, Ambrose et Cena. Peut-être Orton, mais il a été jobé à SummerSlam, donc ça servait pas à grand chose. J'étais là en mode, ouais, bah, SmackDown, je sais pas, il y a pas quand même du grand nom, alors qu'il y a Raw, putain, il y a Rollins, il y a Zayn, il y a Owens, il y a Jericho, il y a tout ça, c'était cool. Et avec le recul, presque 2 mois plus tard, j'ai honte de pas avoir fermé ma gueule parce que je me suis retrouvé ultra fan de SmackDown. Un show comme ça de 2 heures, ça m'avait vraiment manqué. J'avais pas pour habitude de regarder SmackDown avant parce que ça servait à rien. C'était genre le main event de Oh 2 heures. non, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord là. C'était le main event de 2 heures Non, il avant. y avait des matchs intéressants à SmackDown avant. Ah, hey, mais ils étaient pas beaucoup mis en avant. Et c'est ça Non. le problème. Et Je du suis coup, pas, je je suis pas, regardais je suis pas pas. d'accord. Hein. Ouais, Du coup, je d'accord. regardais SmackDown, c'est pas. pas bien. Tu regardais pas SmackDown? Mais si, je regardais, mais c'était pas intéressant. C'était soit les matchs qu'on avait déjà à Raw, ou bien c'était des matchs qu'on voyait, Ah bah qu'on après Voilà, avait déjà c'était vu. trop Enfin, cheap. c'était vraiment pas intéressant. ça a rien à voir parce que maintenant on a des rosters distincts entre les deux shows, mais avant les Voilà, rosters mais étaient ça, moi mixtes je et parle oui, d'avant. c'est sûr. Je parle de quand les rosters étaient mixtes et je disais, putain, un show de 2 heures ça manquait parce que SmackDown ne servait à rien. Et Hmm. c'est. Et j'étais vraiment choqué, genre quand j'ai vu qu'Arrow, premier show sur le cul, j'étais putain, en fait, c'est bon, ça va être trop bon. Si toutes les semaines ça va être comme ça va être cool. Et la semaine suivante, ah.
puis la semaine suivante, ah, puis la semaine suivante, ça a continué, ça a continué. Et après le premier show, c'est vrai que chaque semaine, j'étais un petit peu plus déçu. La rivalité pour le titre était pas forcément bien mise en place. La rivalité, par contre, pour le titre des États-Unis était cool. J'ai bien aimé, même s'il y avait Roman Reigns, en fait, qu'on puisse mettre en avant le titre des États-Unis était sympa. Tandis qu'à SmackDown, bah, comme tu l'as dit, Axel, on a pu réutiliser des jobbers, etc. L'utilisation de Heath Slater est juste une des meilleures choses qui est arrivée depuis la Brand Split, je trouve. Genre, c'est une des meilleures storylines qu'il y a en ce moment. Et seul petit bémol que j'ai contre SmackDown, c'est déjà ils ne gardent pas leur parole, c'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, à SmackDown, ça sera tout à propos des catcheurs et rien à propos du management, tout ça, alors que tu les retrouves quasiment, bah, tu les retrouves chaque semaine en mode, on est quand même là, les mecs. D'accord, ok, mais je sais pas, laisser aussi la place à tes catcheurs. Ça me dérange pas plus que ça, mais après, c'est juste que ils tiennent pas leur parole. Et non, vraiment gros bémol, c'est la division par équipe et la division féminine. J'ai l'impression qu'ils font une Divas Revolution partie 2 avec genre ok, on a qui comme diva, on a 6 ici, on a 6 équipes, ok, ben on s'est les toutes en même temps dans le ring 3 semaines de suite et on va voir ce que ça donne. Et c'est quelque chose, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. C'est parce Après que je c'est le sais que début. voilà, je sais, c'est le début. Après, je sais qu'ils vont commencer à séparer, à faire des histoires distinctes. Et que là, c'est juste pour les présenter. Mais dans ce début de Brand Extension, c'est le truc qui m'a un peu déçu dans SmackDown. Mais le reste était très bon. L'enchaînement était très bon. Dolph Ziggler, putain, GG, le mec a réussi à se révéler que depuis des mois, il était en mode putain, ça fait chier Ziggler. Enfin, il est bon, mais on, on voit chaque semaine et il fait pas grand chose non plus, quoi. Et là, il a pu avoir une bonne rivalité et j'attends juste un heel turn de Ziggler. Euh, le titre est très bien utilisé à SmackDown, je trouve. Ainsi que le titre intercontinental qui, j'espère, va remonter parce que là, voilà, sa dernière rivalité chez SummerSlam n'était pas terrible. Oui, c'est Et clair. sinon, bah, gros, je sais pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'en gros, en ce moment, bah, à part du Roman Reigns, du Seth Rollins et du Finn Balor, on n'a pas eu grand chose ces derniers temps. Et Raw, j'ai l'impression que tu pourrais virer 2 heures, tu t'en rendrais même pas compte en fait. Tu pourrais littéralement virer 2 heures, tu serais là, tu ferais, j'ai raté quoi? J'ai raté Braun Strowman, Nia Jax, j'ai raté, je sais pas, j'ai raté genre match féminin peut-être, et encore, bon là, on va voir ce que ça donne avec Bayley et Charlotte, mais sinon c'est vrai qu'il y avait une partie du show qui n'était pas plus intéressante que ça, et j'espère que ça va changer avec le Cruiserweight, même si je le bade un petit peu pour eux. Mais pour l'instant, je vois aussi que, enfin, j'ai l'impression que SmackDown l'emporte largement sur eux au niveau du booking et depuis la presse. Et encore une fois, on y revient toujours. Je pense que vraiment l'argument principal de cette domination de SmackDown, c'est la durée, hein. Je pense vraiment que les 2 heures, ils sont pour beaucoup. Oui. Parce qu'on aurait un SmackDown de 3 heures, je pense qu'on se ferait aussi chier à des moments pendant SmackDown. Et puis à SmackDown aussi, ce qu'ils ont bien compris, c'est que genre tes jobbers, si tu sais pas quoi en faire, tu les fous en équipe et tu les balances en Non, pas division. quand même. Il y a pas beaucoup de jobbers qui restent en solo pour l'instant, hein. La plupart sont partis en équipe. Euh, Regarde Zack Ryder, regarde bah Rhino, il avait pas fait grand chose en solo non plus. Quand on prend certains, ils avaient pas fait grand chose en solo et ils sont Enfin, très bien retrouvés en équipe. il y en a qu'on voit pas non plus, hein, j'ai pas fait attention, mais je crois que Kane, par exemple, est à SmackDown, on l'a pas revu depuis un moment. Ouais, enfin Kane, je pense qu'ils ont compris T'es que tu déçu ou regardes quoi? SmackDown. Non, je suis pas déçu, mais voilà. Je pense, Non, je pense qu'ils ont compris que tu regardes SmackDown pour avoir du sang neuf et pour voir ce que oui, donne c'est Shane McMahon, c'est vrai. etc. Et tu vois Kane, le mec il a depuis 20 ans, tu fais non. Y a pas Big Show aussi? Big Show, il est où normalement, lui? Big Show il est en train de s'entraîner en Chine pour Non, mais Shake Moody. ça, je m'en fous à la rigueur, mais il est dans quel show? C'est ça que je veux savoir. Ah, il a Raw. Il a Raw. Ah, ah, il y a. Non, Mark Henry, il est à Raw, lui, je crois. Mark Henry est à Raw, ouais. Le mec qui se cite Kane, Big Show, Mark Non, Henry, mais tout justement, le c'est monde a les. oublié, Mais Axel il y non, pense lui. c'est les Putain, gros. il me C'est juste. manque. Mais non, c'est juste que c'est les gros jobbers, justement, et je voudrais voir s'ils peuvent avoir une nouvelle vie à SmackDown. Mais ils sont tous à Raw, donc. Ouais. Non, non, mais non, s'il te plaît, non. Juste non, quoi, arrête. De Une toute façon, nouvelle Michou, vie. il s'en va l'année prochaine, de toute façon, donc, salut. Le 107e Hilton pour Big Show l'année prochaine, ouais, cool. Ah, ça, c'est horrible, hein. À chaque show, le mec, il vient face heal, face Qui heal. parie sur un turn de show à WrestleMania, tu sais.
Mais Bah, bref, avant enfin, WrestleMania, logiquement. ouais, on verra. Ou alors il fait un heel turn à WrestleMania pour partir pour un match pour le titre après. Et ouais, un Ou dernier Non, pour, mais- run pour pour un changer. rematch, twice in a lifetime. Ouais. Oh putain, non. Oh la vache. Et en tout cas, ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le débat. Puis bah, Donnez-nous votre euh, avis en commentaire. ouais. Et puis bah, De toute façon, j'ai envie de dire, le meilleur, c'est NXT. Allez, salut. Oh là là, Oh, les fanboys, oh là là. quoi, j'ai rien dit, le mec dit direct Non, fanboy. non, mais tu penses la J'avoue, même Là, tu chose, l'es tu fanboy. penses la même chose. NXT, c'est la vie. Voilà. Ah, t'es pas SmackDown, c'est d'accord, la allez vie. voir. Main Event, c'est la vie. Superstar, c'est la vie. Mais Event, ça existe toujours, putain la vache. Mais bref, Ouais, il en y a tout cas, Jinder bah. Mahal qui job là-bas. Oh putain, le mec, ils l'ont fait revenir pour rien. Encore une mauvaise utilisation de Jobber. Hein. C'est pas le sujet, mais c'est vrai que le pauvre Jinder Mahal, quoi, il est revenu. Je me suis dit, j'étais le premier à le dire. Hein, je me suis dit, mais non, mais faut arrêter d'avoir cette image de jobber sur lui. Ils vont lui redonner une bonne rivalité, un bon Ah, gimmick, ça va repartir sur de ah, bonnes bases. Et le mec, bah, il a toujours pas eu. Si, il a eu qu'un seul match face à Heath Slater, je Slater. crois, à Raw. Et sinon, tous ses autres matchs ont eu lieu à Superstars ou à Main Event. non, je Et crois il qu'il en les a a eu un tous autre. perdus. Hein. Oui, je crois qu'il Il en a... a eu un Raw. Bah, s'il en a eu un Ouais, autre, en tout cas, il l'a pas gagné. Il a gagné 0 match depuis son retour, ouais, quoi. il a pas C'est abusé. existé. Je sais même plus contre qui c'était. Ouais, moi non plus, putain, mais à quel point c'est-à-dire ça nous a marqué, quoi. Tu vois, comme quoi, en gros, tu pourrais oublier une heure du show, tu t'en rendrais même pas compte. Vous êtes sûr pour ce match? Oui, Oui, moi je suis oui, je sûr. suis Oui, sûr. C'était la semaine ouais, dernière, moi la semaine aussi. d'avant. Ah, c'était pas la semaine dernière. C'est Je crois pas. alors, c'est la semaine Non, c'était d'avant. peut-être 2 semaines, ouais, c'est comme ça. Mais oui, ça me dit quelque chose, moi aussi. Je sais plus c'était contre qui. Parce qu'il y avait une Je vais vous entrée. dire ça. Mais en tout cas, bah. Je pense qu'on a vraiment fait le tour en fait pour ce débat. Il a affronté Neville le 15 août. Ah oui, c'est cela. Ah, en même temps, Et c'est puis pour ça qu'on. normal, ce serait le genre de mec, tu pourrais le mettre contre Sami Zayn. Sami Zayn n'a rien en ce moment. Tu pourrais le mettre contre lui et ça ferait une bonne rivalité. Ça pourrait mettre les deux en avant et enfin avoir un intérêt dans le jeu normal. Parce que Zayn est pratiquement pas utilisé. Et Jim Normal, il faut l'exposer au public. Et le premier commentaire sous la vidéo du match, c'est 95% des commentaires rapportent que Jinder Mahal est un jobber. Comme quoi. Bon, ouais. Bon, bah, on a fini pour le débat de la semaine. Et puis, on va passer au top 5 de la semaine. Allez. Et donc cette semaine, le top 5 porte sur les meilleurs RKO de l'histoire, où on va donner notre top 5 donc, de nos RKO favoris qui nous a le plus marqué ou qu'on a le plus apprécié. Donc on va commencer avec Léo. Vas-y. Alors, mon numéro 5, et c'est tout récent, c'est le RKO sur Brock Lesnar qu'on a eu à Raw, entre la rivalité qu'il y a eu pour le match qu'on a eu à SummerSlam. En soi, le RKO est normal, enfin, c'est un RKO basique. Mais le truc, c'est qu'il sort tellement de nulle part et c'était tellement pas attendu que ça donne vraiment la chose super stylée, quoi. On se dit, ah, c'est Raw SmackDown, il n'y aura plus de. Comment dire? Les superstars ne pourront plus intervenir dans les autres shows et au final, t'as Anderson qui fait non, moi j'en ai rien à foutre, j'arrive, je te mets RKO. En plus, à Brock Lesnar, le mec, pour coucher Lesnar, c'est quelque chose. Alors le mettre un RKO, c'est quand même pas rien. Donc j'ai trouvé ça vachement cool, vachement inattendu. Donc bien sûr, voilà, je le mets à la 5e place. Axel. À la 5e place, moi j'ai mis un RKO qui s'est déroulé dans l'un de mes pay-per-view préférés d'ailleurs. Il s'agit d'Unforgiven 2006. C'est Carlito qui Ah, se le prend ce RKO. Et il est magique dans un sens où personnellement c'est le premier RKO en plein air comme ça que j'ai vu. Et c'est donc Carlito qui part pour un springboard, je sais pas ce qu'il allait faire à la base. Et ça a été contré en RKO en plein air et c'était magnifique. Voilà. personnellement, numéro 5, j'ai mis son adversaire de toujours, John Cena, à Bragging Rights 2009. C'est un des premiers RKO modifiés que j'ai vu comme ça, où Cena était parti pour un Attitude Adjustment, contré en RKO. C'était tellement fluide, magnifique. C'était un Iron Man match, ça lui avait rapporté un point. Et c'est totalement subjectif, même si c'est quand même un beau mouvement dans l'exécution. Mais c'est un des premiers RKO modifiés que j'ai vu comme ça. Et du coup, c'est mon numéro 5. Léo, numéro 4.
En numéro 4, j'ai mis sur le RKO sur l'Undertaker à WrestleMania 21, que je trouve très cool. C'était pour battre la streak d'ailleurs. On voit Undertaker qui est prêt à faire un showscam sur Randy Orton et Randy Orton qui contre en faisant un RKO très très joli, je trouve. Donc, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'était assez inattendu et c'était très joli. Donc voilà, je le mets en quatrième place. Axel. Alors, à la quatrième place, moi, bah, je me devais de le mettre, hein, parce que voilà, c'est Dolph Ziggler, évidemment. Non, mais en soi, ce RKO, donc il a eu lieu à Raw en 2013, je crois que c'était en octobre Alors, 2013, et il était tellement inattendu déjà. Qui aurait cru que le RKO allait arriver comme ça dans ce match qui était un simple match à Raw, un match basique quoi. Mais il y a beaucoup eu d'RKO d'ailleurs qui ont eu lieu à Raw, des RKO magiques, comme quoi. Et donc Dolph Ziggler, enfin Randy Orton prend Dolph Ziggler en position de powerbomb de base. Et là, il le jette en l'air et le ramène en RKO au sol, quoi. C'est vraiment magnifique. Et Dolph Ziggler, qui est connu pour être un très bon vendeur, le vend parfaitement bien. Et voilà, il mérite parfaitement cette quatrième place du top 5 des meilleurs RKO de l'histoire. et bah cette semaine, c'est toi qui me pique mes tops, Ah, parce qu'en numéro 4, j'ai mis aussi Dolph Ziggler à Raw. C'était vraiment un RKO out of nowhere. Powerbomb contre un RKO, putain. Je- J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu le mettre. L'amplitude qu'il donne en hauteur pour balancer Ziggler pour reprendre un RKO, juste magnifique. Axel a tout dit, donc on va passer directement au numéro 3 de Léo. Mon numéro 3, c'est le RKO sur Carlito, pardon, qui a eu tu un m'as fait Unforgiven peur. 2006. Sur Carlito, qui a eu un Unforgiven 2006. J'ai pas grand chose à dire, vu qu'Axel en a déjà parlé juste avant. Donc voilà, j'ai mis la troisième place. Moi. De mon côté, à la troisième place, j'ai mis un RKO qui est tout récent. Il s'agit de celui de WrestleMania 31, un RKO sur Seth Rollins, où il prend appui sur le genou de Randy Orton. Enfin, Rollins prend appui sur le genou de Randy Orton pour se propulser et faire son curb stomp. Et c'est contré en RKO. Bref, le move est tellement parfaitement réalisé. C'était magique. J'ai adoré. Troisième place. Putain. Euh, Non. personnellement, personnellement, en troisième place, j'ai mis un RKO qui date de SummerSlam 2011. C'est contre Christian. C'était un Extreme Rules match pour le titre poids lourd et Christian qui allait partir pour une prise de la seconde corde. Et au moment où il retombe, il y avait l'escalier entre lui et Orton. RKO qui lui porte, Orton qui lui porte le RKO sur l'escalier et genre vraiment de nulle part. C'était vraiment la pépite qui couronnait un très très bon match entre les deux et ça passait très très bien. Donc c'est mon numéro 3 contre Christian. Léo, numéro 2. En numéro 2, j'ai mis le RKO sur RVD à Raw. Ce RKO est juste monstrueux dans le sens où RVD on dirait, je sais pas d'ailleurs s'il s'est blessé ou quoi, mais on dirait qu'il se pète le cou littéralement. Le mec se tord en deux. C'est juste incroyable. Ce RKO est tellement violent. Et bien sûr, RVD, on le connaît, il vend super, enfin, je trouve, il vend extrêmement bien les prises. Et là, il a vendu, mais à la perfection, magnifique. Donc voilà, je mets en deuxième place. Moi, à la deuxième place, j'ai mis un RKO qui est très célèbre, hein, qui est très connu. Il s'agit du RKO sur Evan Bourne. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il était encore une fois totalement inattendu, et ça c'est ça qui fait déjà la grande réussite d'un RKO, quand il est inattendu. Et voilà quoi, Evan Bourne, déjà son Shooting Star Press qui est déjà une prise très impressionnante en soi, et que cette prise là soit contrée en RKO, c'est vraiment magnifique. Voilà, rien à dire de plus. Ah, quand je disais que genre ce classement allait être le plus prévisible de tous, j'ai pas eu la bassesse de mettre celui d'Evan Bourne parce qu'il était trop attendu, mais par contre, Léo m'a piqué mon top 2, c'est celui de Rob Van Dam à Raw. Genre, Ah, le brisage de nuque en plein milieu du ring, Rob Van Dam a quelque chose avec, genre, il veut à chaque fois se briser le cou au centre du ring, que ce soit pour un curb stomp ou que ce soit pour un RKO, le mec veut juste se briser le cou en fait. Et juste magnifique, la façon dont il se plante la tête face au DDT, magique, un des RKO les plus violents qui a été donné de voir. Puis bah, on va passer au numéro 1 de Léo. et du coup, ce RKO aussi est tout récent, et Axel en a déjà parlé. C'est le RKO sur Seth Rollins à WrestleMania 31. Je jute, voilà, incroyable.
juste incroyable, magnifique, tellement inattendu. Enfin, comment finir un match c'est tellement beau quoi. Tu peux pas finir un match plus beau que ça. C'est magnifique. Tout simplement, le RKO le plus beau pour moi est celui-là. Axel. Alors, à la première place, moi j'ai mis le RKO sur Orvidi qui est déjà tombé tout à l'heure à votre deuxième place. Donc c'était à Rouen en 2007. Pourquoi j'ai mis lui à la première place? Parce que c'est tout simplement le plus impressionnant et le plus brutal que j'ai jamais vu. Grâce à la merveilleuse vente de Orvidi, c'est lui qui a fait quand même tout le travail. Il se plante la tête, mais c'est incroyable quoi. Il s'est réellement brisé la nuque. Et c'est vraiment impressionnant. Et je crois que c'est pas la première fois. Je crois qu'il l'a déjà fait aussi pour le pedigree. Il s'est déjà pris un pedigree de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il saute pour retomber tête première. Mais ce mec, c'est un fou quoi. C'est incroyable. On peut pas vendre cette prise mieux que comme l'a fait Orvidi. La tête plantée dans le ring quoi. Enfin voilà, j'ai jamais vu un RKO aussi brutal. Ah, quand je disais que tout était prévisible, bah, j'ai une fois de plus celui de Léo, celui de Rollins à la WrestleMania 31. Prochaine fois, c'est moi qui passerai premier pour les tops. Hein. Non mais tout est dit, genre l'impulsion donnée Rollins qui part pour faire son curb stomp, qui met le pied sur la nuque, Orton qui le balance en l'air pour le reprendre en RKO. Juste la chute de Rollins, ah, il était à plus de 2 mètres de hauteur, je pense, largement plus même. Et genre, la chute directement en RKO, magnifique. Franchement, les deux ensemble, ça donne à chaque fois quelque chose d'incroyable. Et pour moi, autant objectif que subjectif, c'est le plus beau RKO de tous les temps. Et ouais. Bon. Avant de conclure ce top 5, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Je m'excuse pour la qualité des images qui sont parfois horribles, mais il est très difficile de trouver des photos des RKO des fois. Donc des fois la qualité des photos est vraiment horrible et je m'en excuse. Voilà. Oh. Et moi aussi, je vais faire une petite parenthèse. Si vous voulez nous proposer des idées de top 5 pour le podcast numéro 34 ou pour les semaines suivantes, n'hésitez surtout pas. Dites-nous dans les commentaires, proposez-nous des top 5 et puis nous les choisirons, nous les mettrons de côté pour les semaines suivantes. Et sur ce, Et- bah oui. non, j'allais dire, moi aussi, je vais faire une parenthèse. J'ai rien à dire, mais je vais faire comme tout le monde. Voilà. Oh putain, oh, le Merci. camp. Oh le lourd. Grosse parenthèse. Bravo Léo, hein, pour une première Ouais, apparition sur catch. Tu fais grosse je marque impression. les esprits. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour les questions de la semaine. Et donc cette semaine, deux questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. La première qui est: que pensez-vous du retour de Kurt Hawkins qui nous a été posé par Thibaut? Léo, Qui n'est pas vas-y. Thibaut de la chaîne, hein. Faut le préciser quand même parce que bon. Favoritisme. Euh, le retour de Kurt Hawkins, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Je crois qu'on a eu uniquement 2 promos. Oui. Enfin, j'en ai vu que 2 du moins. Donc voilà, on en a vu 2. C'est une sorte, je sais pas comment dire, cette gimmick qui est assez spéciale. Ça me rappelle un peu la gimmick enfin, qu'il y avait avec Tyson Kidd et Cesaro. Mais je faisais genre les facts. Apparemment, ça va être ça, si on suit les promos. Mais en soi, c'est pas un retour qui me dérange. Parce que ce catcheur, je vais être honnête, je le connais pas énormément. Je sais ce qu'il a fait. Mais je pense qu'un retour n'est pas déplaisant. Espérons juste qu'il va pas faire un retour comme la fiche normale, genre il va main eventer, ben main event ou superstar. Espérons un meilleur avenir pour lui parce que je pense que il peut le faire de très bonnes choses. Donc son retour ne me dérange pas. Juste attendons de voir la suite et voilà. Axel. Bah moi je vais être du même avis, hein. J'allais prendre exactement le même exemple. Bah pour l'instant voilà les promos nous laissent penser à un gimmick du même genre comme tu l'as dit de Tyson Kidd et Cesaro avec des fax. Je ne sais pas si ça va être ça vraiment, ça semble se diriger vers ça. Après pour est-ce que ça va être une bonne chose, euh, je me suis prononcé sur Jinder Mahal en disant que oui il allait repartir sur de bonnes bases. Bon, je me suis pas mal planté, donc je vais pas trop m'avancer sur Kurt Hawkins. Je lui souhaite juste un avenir meilleur que, que Jinder Mahal. Mais je dirais quand même que, et cette fois-ci, j'espère ne pas me tromper, qu'il va avoir un meilleur avenir que Jinder Mahal pour son retour, parce qu'il est quand même du côté de SmackDown, et on sait que SmackDown est quand même un show qui met en avant les jeunes surtout. Donc je pense que voilà, Kurt Hawkins, il peut avoir de l'avenir à SmackDown.
Il semble pas se diriger vers la division par équipe, donc il semble rester en solo. Donc je pense, voilà, une petite tentative pour le titre intercontinental ou quelque chose comme ça peut vraiment être sympa. Donc non, en plus Kurt Hawkins c'est pas mauvais, hein. Kurt Hawkins il est, enfin voilà, il est au même niveau que Zack Ryder, ils ont fait équipe ensemble. Les deux étaient assez bons dans un ring, ils proposaient de bons matchs. Donc moi je me fais pas de soucis pour Kurt Hawkins. Le seul souci, et ce qu'il n'avait pas avant quand il était en solo, enfin quand il a quitté Zack Ryder pour partir en solo, c'est qu'il n'avait pas de gimmick. Et c'est ça qui posait problème, et c'est ça qui a causé son départ d'ailleurs. Donc il faut vraiment un gimmick solide. Est-ce que ce gimmick sur les faits, entre guillemets, va vraiment fonctionner? Sur le court terme peut-être, sur le long terme j'ai des doutes. Donc à voir. Et pour ma part, moi, les trucs à mode Matt Fax de la version VR de Matt Hardy, ça me fait rigoler, surtout que c'est des Chuck Norris facts à la base, pour les vieux trucs qui datent de 2009-2010. Ça me dérange pas, ça me fait marrer. Il y a beaucoup qui critiquent sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Kurt Hawkins, mais personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. J'appréciais pas mal ce catcheur avant qu'il soit viré, je crois que c'était en 2013, je crois. Ah, Et ça doit être plus vieux que ça, hein. plus Oh, vieux, je vais non, regarder, je suis mais pas sûr. non, ça doit être beaucoup plus vieux que ça. Je crois que son dernier match était genre à Superstar ou Main Event vers 2012-2013. Parce qu'il avait subi une blessure, il avait fait genre un match, genre en 2012-2013, je crois. Et en tout cas, non, pourquoi pas, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. C'est un run solo pour être intéressant, surtout que ça manque pas mal de superstars solo, du moins. S'il est bien Ah mis en ouais. avant, je pense qu'il a. Ah, tu vois? Il est parti Il est parti le 12 juin 2014. ouais, 12 juin 2014. C'est Et récent. Ah, ouais, il a fait une c'est alliance parti. avec Tyler Rex, quoi. Je m'en souvenais même plus, quoi. C'est vous dire à quel point ça nous a marqué, quoi. Tyler Et ouais, la Rex, bonne quoi. mémoire. Même Top ne s'en serait pas souvenu. Et non, mais j'ai hâte de voir parce qu'il y a pas mal de charisme, je trouve. Et à SmackDown, je pense qu'il y a moyen de bien l'utiliser. Ah, il a même été la TNA en 2015, quoi. Ouais, le mec était vraiment au bas de sa forme, quoi. Oh là là. Oh, Ça Bah fait non, le mais c'est mal. vrai. non-respect. Le non-respect. Ouais, bon. Il a tout perdu à la TNA d'ailleurs. Bref. Ouais, Et on lui souhaite un meilleur avenir qu'à la TNA et qu'à son règne en solo. Enfin, son règne en solo. Ses performances en solo en 2010, 2011, 2013, 2014, quoi. Et du coup, on va passer à quelqu'un qui a eu une meilleure carrière solo ces dernières années, c'est Brock Lesnar, avec une question qui nous a été posée par Julien, qui demande quelle suite pour Brock Lesnar après cette imposante victoire à SummerSlam. Axel? Alors, quelle suite pour Brock Lesnar? Ça va être compliqué. Moi, j'ai peur que. Enfin, en tout cas, personnellement, je pense qu'on a tout vu de Brock Lesnar. Je pense que c'est bon. C'est le mec invincible, quoi. C'est vraiment impressionnant. Un mec qui a autant de crédibilité que lui, c'est très rare, quoi. Le mec a battu la streak. Et depuis la streak, il est invincible. Personne ne peut le battre. Même John Cena. C'est vous dire à quel point il est invincible. Il a gagné haut la main face à Randy Orton. Randy Orton qui est quand même une top star. On a quand même dit dans la review qu'on était proche de l'humiliation quand même pour Randy Orton. Donc franchement Brock Lesnar, voilà, qu'est-ce qu'il va faire maintenant à part des squash quoi? Si il arrive à squasher Randy Orton, quel superstar va pouvoir prétendre face à Brock Lesnar maintenant? Ça va être de la destruction chaque semaine, ça va être enfin à chaque pay-per-view. Enfin non, il est pas là à chaque pay-per-view, je dis que de la merde. Enfin à chaque fois qu'il combat quoi. C'est-à-dire tous les 6 mois. Donc non, là, admettons il a une nouvelle chance pour le titre universel, ok, il va devenir champion universel, et après pour lui faire perdre le titre ça va encore être un bazar incroyable parce que personne dans le booking ne peut le battre, il va falloir trouver une fin qui n'est pas clean comme à WrestleMania 31. Donc franchement il a tout fait, il a eu le titre mondial, il a battu la streak, qu'est-ce qu'il peut nous montrer maintenant? Donc je pense que la WWE n'est pas pour son départ évidemment parce qu'il fait énormément vendre. Dans un ring, on a tout vu également, c'est toujours la même chose. Moi qui suis, on va pas dire fan, mais qui apprécie Brock Lesnar, je dois avouer que bah, les souplexes, on commence vite à s'en lasser et que bah, on a tout vu. Donc Brock Lesnar, faudrait peut-être qu'il se dirige sur le départ, malheureusement. Oh. Je suis pas tout à fait d'accord. Ah bah on t'écoute. Parce que, d'accord, Lesnar, il est indestructible, ça c'est clair et net. Même je pense il va aller jusqu'à la fin de sa vie, la fin de sa carrière plutôt.
Mais le truc, c'est que Lesnar est vachement divertissant, je trouve. Alors, certes, il fait toujours la même chose, des souplex sur souplex sur souplex, et failles, voilà. On connaît, il est pas très réputé pour avoir énormément de prises. Mais le mec, quand même, quand il vient, tu sais que tu vas avoir un bon truc. Tu dis pas, oh, Lesnar, il me saoule, on va s'ennuyer. Ouais, Je c'est trouve vrai. pas. C'est vrai. WrestleMania À chaque fois 32, que ouais, c'est Lesnar vrai arrive, ah putain, j'ai complètement oublié, j'ai dit, mais il a affronté qui déjà? Ouais, Non, mais on a droit, tout le monde a droit à des erreurs. Non, mais sérieusement, je trouve que Lesnar est vachement divertissant. En plus, il vend énormément. Le mec, voilà, c'est tout. Le mec, c'est une machine à fric. Voilà, c'est tout. Il est là pour la de toute façon, juste pour la thune. Le mec, je crois, il est payé 6 millions dans l'année, une connerie du genre. Enfin, le mec, impressionnant, quoi. Le mec, il 6 est payé. millions par show et le mec se prend une amende de 500 $. Non, il est pas payé 6 Putain, millions par show, non, faut pas déconner, Pas non. par Oh, show, tu dans sais Non, que l'année. par an, par Dans an. l'année. ça paye est énorme. Je crois qu'elle est supérieure à celle d'Undertaker Ah, c'est pour le mieux payé WrestleMania. actuellement. C'est le mieux payé Ouais, actuellement dans le ouais, roster. c'est le Je crois que même John Cena, quoi. ça paye pour un pay-per-view unique et plus haute que celle de Undertaker pour un WrestleMania. Donc c'est à dire qu'il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup payé. Parce que je crois que Taker pour un WrestleMania, il doit être autour de 4 ou 5 millions, je crois. Pour un WrestleMania. Il faut se Ouais. dire que Ah, Brock mais Lesnar gagne plus que ça pour un seul pay-per-view. ça revient au Notamment même pour parce qu'ils sont SummerSlam, il payés, a fait des ils sont millions. payés à l'année. Ils sont payés à l'année et vu que Taker fait qu'un combat par an, bah voilà, du coup ça tourne autour des 4-5 millions. Mais Lesnar, je crois que ouais, c'est 6 ou 7 millions par an, un truc du genre. 6, Comme je ça, crois. 6. Donc ouais, c'est déjà pas et mal. oui. Ouais, c'est sûr. Tu peux Donc acheter voilà, quelques ouais, petits paquets de bonbons. ouais. Tu payes ta baguette avec un billet de 100 euros, quoi. Et tes Il y a de quoi thunes. payer de nouveaux immeubles pour Suplex City. Hein. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, Guillaume, là, l'amende qu'a donné Stephanie McMahon va faire un gros trou dans son budget. Ah, attends, mec, 500 euros, 500 $. Je sais pas quand il va faire pour vivre. Surtout avec ses vols à côté, quoi. C'est ça. Mais non, sinon, personnellement, je pense que Brock Lesnar, il y a encore moyen de faire quelque chose avec lui. On en avait rapidement parlé pendant la review de SummerSlam. Mais Brock Lesnar, je pense qu'on peut toujours l'utiliser, pas en tant que juste pur dominateur en mode le mec qui est en face de moi, c'est un jobber pur et simple. Je pense qu'on peut vraiment l'utiliser comme quelqu'un qui sait catcher dans un ring comme il l'a pu le faire contre dans le passé contre CM Punk, contre Triple H, contre John Cena, dans ses premiers matchs avant le gros squash face à John Cena en 2014, 2015, 2014. Donc je pense qu'on peut quand même l'utiliser en tant que bon catcheur. Et par contre, il va falloir commencer à réfléchir pour une retraite pour lui. Et par contre, pour vraiment répondre à la question de Julien, c'est quelle suite pour Brock Lesnar maintenant. Je pense qu'il va se diriger vers une mini rivalité contre Shane McMahon. Pas avec un match contre Shane. Je Non, pense que non, non. Shane va trouver un adversaire à Brock Lesnar. Et je pense que ça finit comme ça. Genre, Shane va proposer un adversaire genre pour Royal Rumble ou pour WrestleMania. Et Brock Lesnar devra l'affronter comme paiement à la dette qu'il a contre la F5 de Shane McMahon. En parlant de cette rivalité, maintenant que t'en parles, je trouve ça dommage justement, moi que... Enfin, j'ai l'impression que cette rivalité, ils vont la mettre en pause pendant plusieurs semaines et qu'ils vont attendre que Brock Lesnar revienne sur les écrans pour vraiment bien continuer cette rivalité. Enfin, cette rivalité entre guillemets entre Shane McMahon et Brock Lesnar. Là, on a l'impression que c'est parce que voilà, Lesnar il a fait son match, maintenant il va revenir que dans 3 mois. Donc on a encore le temps pour mettre en place la rivalité. Donc là, on va y aller mollo mollo. Qu'est-ce qu'on a eu là à Raw et à SmackDown les dernières semaines? On a eu 30 secondes où ils ont chacun parlé de Lesnar en disant oui, Lesnar, ce qu'il a fait, c'est mal. Oui, il y aura une punition. Et voilà, c'est tout. On sait pas quoi. C'est un méchant garçon. Donc, En vrai, j'avais juste trop la rage pour les stars parce que le mec il y a 500 € d'amende alors que Batista s'est chopé une amende de 150 000 non, $ juste parce qu'il avait signé. mais c'est du kayfabe, hein, je pense. Et je sais, mais putain, mais même dans les faits, quand tu sais ça, t'es mal. Ah, même moi ça me fait rager. Je rage pour rien, certes, mais putain. Bref, on en a fini, je pense, pour les questions de la semaine. Et du coup, bah, on en a aussi fini pour ce podcast numéro 33. Mais on revient la semaine Déjà. prochaine, mardi prochain, pour même jour, même heure, pour le podcast numéro 34, avec la même équipe. Normalement, Louis sera de retour, avec de la chance. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre un like, et puis surtout dans les commentaires, donnez-nous vos idées, vos avis sur le débat de la semaine, vos top 5. Et
vos questions pour la semaine prochaine ainsi que vos top 5 que vous voudriez qu'on fasse pour la prochaine semaine. Et puis soyez mot de- joyeux, parce que jeudi c'est la rentrée, c'est génial. Oh non, pourquoi t'as dit ça? Oh, tu fais chier. Oh, Moi je reprends vais vendredi, pleurer. je crois. Toi t'as un gros flemmard. toi. Eh ouais. Et maintenant j'aurais pleuré dans mon lit. Bref, Oh. bon bah, bonne semaine, bonne reprise. Et puis à la semaine prochaine. Mais jeudi c'est la rentrée, mais mardi prochain c'est le podcast. Ouais. Allez, puis une petite semaine et puis on se retrouve. Allez. Un mot de Allez, la fin. ciao. Mot de la fin. Stylo. Parce Ginger qu'on parle de Man. l'école. Normal. Ok, moi je vais dire écouteur. Bon allez, Habana. Ciao. Hey, salut. C'est la fin la plus pourrie de l'histoire. Et salut, ça va?